Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. C'est bien sûr la quotidienne Acte 2, comptons pour cette autre semaine du mois de décembre. Aujourd'hui encore, nous allons nous atteler à dénoncer, à interpeller aussi les citoyens camerounais sur ce qui est en train de se passer autour de ce qu'on appelle, se fait appeler pénurie pour certains, rareté pour d'autres, du carburant. Alors, malgré les dénonciations, malgré les cris, malgré également les revendications, force est de constater que rien n'a bougé de l'autre côté. Tout au contraire, le carburant continue à être ce sésame assez rare. L'on aurait cru que les Camerounais, les automobilistes sont à la recherche d'un îlot en plein désert. Et pourtant, le Cameroun est loin d'être un pays désertique. Ce sera donc le sujet d'accueil. Et puis, en sujet principaux, nous irons du côté du Niger, car après le Mali qui chaque jour dénonce ou du moins demande avoir une tribune Conseil des Nations Unies de sécurité pour démontrer à Mondial Vision les preuves que la France a participé et veut continuer à participer à l'entretien du terrorisme dans cette partie. Aujourd'hui, c'est le général Tiani qui a donc accusé à Mondial Vision la France d'être l'incendie ou du moins l'essence qui permet à un incendie dans les régions sahéliennes. Alors nous allons en parler aujourd'hui. Il dit détenir des preuves, tout comme le Mali. Et puis nous sortirons avec un autre sujet que nous avons déjà entamé hier. C'est sur la présence des États-Unis sur le continent. Les États-Unis qui sont accusés d'avoir une main mise, notamment sur les dernières assises consacrées au 64e sommet de la CEDEAO. Ces mêmes États-Unis qui forcent une entrée sur le continent, déjà sur le cas du Niger. Les États-Unis qui, par le truchement de leur ambassade qui a transmis ses lettres de créance au nouveau gouvernement, laissent croire qu'il est en phase, qu'ils sont en phase, autant pour moi, avec le CNSP. Mais ces mêmes États-Unis également, du côté de la République centrafricaine, posent des actes qu'il faut dénoncer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus et bienvenue sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Les sujets ont été présentés. Jonathan Batengeni est là, c'est notre consultant permanent. Bonjour, Joe. Bonjour, Madame Lady. Bonjour à tous les panafricanistes. Bonjour à toute l'équipe de Pan-African Media ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à ce que ce média continue d'éclore. Nous saluons également le PDG qui est actuellement du côté de Yaoundé. Là-bas, il est avec les équipes et couvre les événements panafricains qui se développent là, qui se déroulent là-bas. Nous les saluons tous, ainsi que tous les invités spéciaux du Cameroun qui sont déjà là sur les terres du Cameroun, qui sont ici en terre panafricaniste. Alors, une question que je vais poser à tout le monde aujourd'hui, toutes les personnes que je vais rencontrer sur mon chemin. Ça a été facile pour vous de partir de chez vous pour allier le boulot? Ce n'est pas facile aujourd'hui de se déplacer pour le boulot à Douala comme à Yaoundé ainsi qu'à Bafoussam. C'est trois régions qui sont touchées par une pénurie de carburant, une pénurie artificielle, nous le répétons encore. Et de plus en plus, des langues se délient, on découvre la réalité. Il se dit que au niveau de la société camerounaise et des dépôts pétroliers, on déclare officiellement que des navires ont connu des retards de livraison, mais de manière claire, des sources très introduites nous ont fait comprendre qu'il s'agit en fait d'un chantage qui a été mis en place par Total. Total part d'un principe qu'il est devenu le plus grand livreur de pétrole au Cameroun, ce qui
est étrange encore. Hein. Ces collusions entre les autorités qui gèrent la question du pétrole et les entreprises françaises, notamment la majeure française Total. On se demande pourquoi les traders qui opèrent sur le marché international pour le compte de l'État du Cameroun ont décidé de choisir Total, alors qu'on sait quelle est l'adversité qui est désormais connue entre le Cameroun et la France. Comment Total peut devenir le principal fournisseur. Pour les Africains qui se posent des questions, comment cela s'est produit, il faut rentrer jusqu'en 2017. Il y a une attaque à la Société nationale de raffinerie, la principale raffinerie du Cameroun, qui raffinait essentiellement du brut léger qui était importé depuis le Nigeria. C'était pendant longtemps le gage de l'autonomie énergétique du Cameroun, parce que la grande partie du brut qui était raffiné venant du Nigeria permettait d'alimenter entièrement le marché camerounais. En 2017, la raffinerie va être brûlée, elle va être incendiée par des acteurs occultes. Officiellement, on dit que c'est des Amazoniens, mais les enquêtes ont montré qu'il y a des collusions entre les puissances étrangères, notamment la France, et ceux qui ont brûlé la raffinerie camerounaise. Par la suite, l'État a projeté de reconstruire la raffinerie, la Sonara, et pour la reconstruction, les études avaient montré qu'il fallait 1000 milliards. L'État du Cameroun était prêt à débourser 500 milliards et les autres 500 milliards, à partir de 2018, on a trouvé un partenaire qui était prêt à décaisser le cash pour cela, c'est la Fédération de Russie. Seulement, depuis le début du chantier, les choses piétinent parce qu'effectivement le chantier a commencé. Les choses piétinent parce qu'il y a une contradiction internationale entre la Fédération de Russie et les États-Unis, ainsi que la France. Et ces deux puissances vont faire pression sur le Cameroun pour que Gazprom ne continue pas les travaux de réfection. Nous, aujourd'hui, cette situation qui est provoquée par une entreprise française, ce que nous souhaitons désormais de la part du patriarche président, c'est qu'il évince tous ceux qui étaient sur ce dossier, notamment ceux qui ont décidé de choisir Total comme partenaire privilégié dans la fourniture de la SCDP, mais bien plus qu'il fasse montre de bien plus de courage en demandant à Gazprom de continuer le chantier. Il faut noter que Gazprom nous avait déjà proposé de meilleures conditions dans l'exploitation de notre gaz. Ça a été donné malheureusement aux Britanniques. Gazprom nous avait également proposé du point de vue énergétique, parce que c'est aussi en résonance avec la question de l'électricité. Gazprom nous avait proposé de nous doter d'une mini-centrale nucléaire. Ça a été rejeté sur la base de pression internationale. Nous ne pouvons pas continuer un partenariat avec des pays dont le seul modèle c'est le surendettement, mais derrière suivi d'une misère extrême. Parce que si les États-Unis continuent d'endetter le Cameroun, les États-Unis continuent également de faire pression dans le sens où le Cameroun n'a pas sa souveraineté, le Cameroun n'arrive pas à jouir de ses ressources. C'est un endettement qui rend misérable, c'est un endettement qui ne permet pas l'essor du pays, c'est un endettement même qui, au vu des conséquences négatives, s'avère plutôt criminel. Et le président devrait arrêter ce partenariat privilégié avec ces pays, les États-Unis, la France, ainsi que le FMI. C'est peut-être difficile ce qui se dessine si on arrête ce partenariat, mais c'est nécessaire. Parce que le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis, la France, ce qu'ils nous proposent comme partenariat n'est que négatif. Et le président Paul Biya devrait aussi tirer les conséquences d'une situation. Le fait qu'il ait décidé de s'attaquer à l'impérialisme, pendant un temps de manière sournoise, de manière dérobée, de manière tout à fait stratégique, le fait que cet Occident se soit rendu compte de la situation, veut qu'il ne joue plus à cache-cache avec ces gens. Il doit agir maintenant de manière cohérente. Il faut que le Cameroun monte en puissance dans son rejet de l'impérialisme occidental. Et nous encourageons le patriarche président à prendre ses responsabilités, à assumer ce combat, à assumer son combat, à assumer notre combat en
créant une zone de fracture, une rupture claire avec l'Occident. Et cette rupture demande un nettoyage également dans son appareil gouvernant. Ce nettoyage, c'est l'ensemble des endocolons qui ont favorisé un ensemble de relations avec ces pays occidentaux qui aujourd'hui nous sert des conséquences négatives. Il doit arrêter avec cet endocolonat, il doit le suspendre, il doit le nettoyer de son entourage, il doit carrément les envoyer au quartier. Ces gens ne méritent plus de gérer les dossiers stratégiques de notre pays. C'est l'une des conséquences que nous tirons de cette situation qui malheureusement est en train d'affecter tous les domaines de la vie nationale au Cameroun. Alors, parlons justement de ces domaines de la vie nationale affectés au Cameroun. En quoi est-ce que la rareté ou encore la pénurie de carburant peuvent-elles impacter sur le panier de la ménagère? Qu'est-ce qui peut justifier? Quels sont les mobiles pour l'augmentation, par exemple, des prix de première nécessité, de l'huile de ménage, du sucre, donc pour notamment les vivres? Donc, quand vous diront le très mauvais état des routes fait en sorte que les vivres pourrissent en chemin, ça c'est connu de tous. Mais comment comprendre que du jour au lendemain, en chaque heure, il y a un 100 francs, un 200, voire même un 500 francs qui augmentent sur des produits vraiment de nécessité? Déjà, en quoi est-ce que le carburant impacte dans ce quotidien lambda? Il faut dire que, au-delà, parce que si c'est les produits internes, les prix ne connaissent pas la même envolée, parce que les produits internes, il y a quand même un approvisionnement qui est constant. Si vous prenez la tomate, l'approvisionnement est constant. Les zones de production sont très bien desservies. Quand vous prenez le Mungo, l'Ouest, jusqu'au littoral, c'est très bien desservi. Il y a d'autres bassins de production qui sont encore enclavés, mais le désenclavement est en train de se dérouler. Sauf, et ça rejoint notre préoccupation première. Si vous vous intéressez au marché des routes, vous allez trouver à la tête le ministre des Travaux publics, M. Nganou Djoumessi, qui est un France-Africain. C'est-à-dire que vous avez les France-Africains qui gèrent la question des routes, alors que les marchés des routes étaient les marchés prioritaires dans le cadre de la gouvernance de cette mandature. Le président Paul Biya avait voulu faire du désengorgement des bassins de production agricole l'un des piliers de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et c'est plombé par les France-Africains du gouvernement. Vous avez un autre France-Africain qui est également connu de tous, le ministre du Commerce. Ces mesures pour lutter contre l'inflation, c'est toujours d'importer. Or, le ministre du Commerce, il émerge comment? Le ministre du Commerce, c'est à partir des APD qu'il a été formé. Et les APD, c'est des accords avec l'Union européenne. On lui a appris simplement à privilégier les rapports avec l'Union européenne. Et ce qu'il est venu faire, c'est continuer cette politique de préférence. Cet endocolonat que nous dénonçons, qui devrait être balayé par le président de la République. Maintenant, si vous revenez à l'envolée dans les grandes surfaces, l'envolée, elle dépend des zones de consommation. Il y a des grandes surfaces qui pratiquent une spéculation. Et ça encore, ça remet en cause le travail du ministère du Commerce. Parce que les brigades de contrôle de prix ne sont pas effectives ces derniers temps. Parce que les brigades de contrôle de prix permettent de maintenir, de contrôler l'effectivité de la pratique des prix standardisés. Parce que les prix des produits de première nécessité sont standardisés au Cameroun. Il y a un prix qui est connu. Et si les brigades de contrôle de prix faisaient leur rôle, jouaient leur rôle pleinement, les prix ne s'envoleraient pas. Le prix du kilo du riz, c'est un prix standard. Ce n'est pas le commerçant lui-même qui le fixe. Ceux qui le pratiquent le font en violation de la loi, le font en violation des dispositions qui ont été prises par l'administration. Le prix du kilogramme de poisson, c'est fixé par le ministère du Commerce. Le prix du kilogramme, le prix du litre d'huile, c'est également fixé conjointement avec le ministère du Commerce. Ceux qui pratiquent l'envolée de prix, il y a deux raisons. Les dysfonctionnements au niveau de la brigade de prix du ministère du Commerce. Et l'autre raison, c'est la pratique d'une spéculation qui est parfois le fait
commerçants véreux. La NOR dépend-elle du ministère du Commerce? La NOR est un organisme qui est réputé indépendant. L'agence de normalisation. Elle est réputée indépendante. Et son travail, c'est davantage sur la qualité du produit. Or, la NOR également, qui aurait pu jouer un rôle régulateur, n'est pas pleinement engagé dans cette... Nous avons l'impression au Cameroun que ça n'existe que de nom. La NOR n'existe que pour les grandes marques. D'accord. Au fond, ça n'existe que pour les grandes marques. Mais quand vous revenez, la brigade de prix, la brigade de contrôle de prix, qui devait être l'outil, la cheville ouvrière de la politique de contrôle, d'accessibilité des produits de première nécessité pour la population, ces brigades n'effectuent pas pleinement leur rôle. Et ça, c'est parce que nous avons une administration publique aussi qui est gangrénée par la corruption. Il y a des fonctionnaires qui se font corrompre par les propriétaires de grandes surfaces, ces propriétaires de grandes surfaces qui pratiquent justement la spéculation et cette spéculation qui affecte le consommateur final. Et aujourd'hui, en cette période de fin d'année, cette spéculation est pleinement ambiante. Quand vous allez dans beaucoup de surfaces, vous allez constater que les prix ont flambé. Ce n'est pas dû forcément au coût du transport, c'est essentiellement, c'est pour la plupart dû à de la spéculation, une spéculation sur des bases artificielles et le caractère véreux de certains commerçants. Merci Jonathan pour toutes ces précisions. Alors nous espérons que d'ici là, la situation pourra être résolue et que les conducteurs de moto, communément appelés mototaxi, bensikiner, pourront retrouver rapidement la raison et revenir aux prix normaux, parce que ce n'est ni la faute de ces conducteurs de moto, ni la faute des élèves, des travailleurs ou encore des automobilistes. Le problème n'est pas à notre niveau. Alors, si déjà au niveau où ça coince, qu'à notre niveau la répercussion soit aussi fracassante, je ne veux pas que ça arrive, personne ne le souhaite, qu'une crise survienne dans ce magnifique et beau pays qui est le Cameroun. Alors nous allons marquer un arrêt et aller en kiosque. Bonjour à tous, bienvenue à la revue des unes de ce 12 décembre 2023. Eh bien, commençons par la CEDEAO. Le trio Tanon, Ouattara et Macky a choisi la petite honte selon le journal Ici Lomé. Un adage bien connu du Togo dit qu'une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Ces assertions sied parfaitement au président Patrick Tanon, Lassane Dramane Ouattara et Macky Sall qui, face aux échecs répétés de voir la CEDEAO en guerre contre ses propres États membres, ont préféré ne pas faire personnellement le déplacement d'Abuja le dimanche 10 décembre dans le compte du sommet de l'institution, nous dit le journal. En Guinée, la CEDEAO décide de renouer le dialogue avec la junte, nous fait savoir le journal Africa Guinée. Eh bien, l'objectif est de valoriser une mise en œuvre inclusive du chronogramme. Concernant le terrorisme au Burkina Faso, le journal La Nouvelle Tribune indique que le capitaine Ibrahim Traoré annonce de grands changements. Le journal CEDEAO note que sur la gestion de la crise sécuritaire, le centre-nord du Burkina Faso est sur la voie des mécanismes endogènes. Revenons sur le sommet de la CEDEAO avec le journal Aujourd'hui au Faso sur le Mali, le Niger, le Burkina, la Guinée. Libération de Bazoum, préalable non négociable, mais porte entrebâillée pour le général Tiani, nous fait savoir le journal. Question à 1000 € du journal Wakatsira, que peut encore la CEDEAO au Niger? Le journal poursuit justement avec ces questions à plusieurs inconnus. Quand est-ce que Fornia Sibé, Patrice Talon et Julius Mahabio débarqueront-ils dans la capitale nigérienne? Quel accueil sera-t-il réservé au trio des négociateurs qui doit ouvrir un dialogue qui aura pour fil d'Ariane la proposition
conclusions du CNSP d'une transition courte d'une année. Le journal Actu Niger s'est intéressé au communiqué final de la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au sujet de la mobilisation politique, le quotidien du Sénégal parle donc du pari réussi pour Amadouba. Et bien après donc près de 3000 personnes acquises à la candidature d'Amadouba se sont mobilisées pour accueillir donc le candidat de Beno Bokayar lors d'une rencontre à Paris avec la diaspora sénégalaise. À Madagascar, André Rajolina promet la création d'une nouvelle ville selon le journal Tribune de Madagascar. Eh bien, André Rajolina indique que ce projet sera mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement américain dans le cadre d'un programme spécial citant des exemples de réussite similaires au Rwanda et au Zimbabwe. Direction Afrique centrale avec le journal Al-Ouida qui note qu'au Tchad, c'est une mobilisation massive à Douba pour le meeting du parti Les Transformateurs. Terminons par le Gabon avec le journal Gabon Review qui parle donc du professeur Ondo Osa pour qui seul un saint pourra redresser le Gabon. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 12 décembre dans le CARAS 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. C'était donc la quintessence de la presse que vous allez trouver si jamais vous décidez de parcourir la presse de façon palpable ou alors sur Internet. De retour sur ce plateau, nous allons débuter avec les dénonciations. Encore la France, toujours cette France qui pratiquement marche derrière le continent, telle notre propre ombre. Alors une ombre que l'on chasse comme un chien galeux, mais qui insiste et veut toujours se faire voir. Du côté du Niger aujourd'hui, c'est le général Tiani qui a pointé un doigt accusateur à ciel ouvert et à Mondiovision sur la France comme étant l'instigateur de la nébuleuse appelée terrorisme. Alors, Jonathan Batengene, c'est pas la première fois que la France est accusée. Très souvent, là, on a été habitué à des supputations sans preuve. Il y a le Mali qui demande depuis à exposer ses preuves, mais ne parvient pas à avoir une audience. Alors, aujourd'hui, c'est le général Tiani, au cours d'un entretien sur la chaîne nationale nigérienne, qui a fait des déclarations fracassantes. Ça se multiplie, les déclarations fracassantes. Et il y a même à l'inauguration des travaux de l'AES, j'ai suivi le discours du Premier ministre malien, le Dr Choguel Kokala Maïga. Quand vous suivez le discours du Dr Choguel Kokala Maïga, c'est clair. Il dit dans la salle, devant un parterre de diplomates où il y a des Occidentaux, il dit, mais nous avons eu un problème ici, et ce problème, on s'est rendu compte que celui qui sponsorisait, qui équipait, qui entraînait, qui formait, qui coordonnait les terroristes, c'était la France. Il le dit clairement. Donc, le général Tiani vient dans la mêlée pour apporter sa part à la charge qui est déjà faite sur la science, sur la France. La France, c'est connu désormais, c'est un secret, on dira maintenant, de polichinelle. C'est connu que les terroristes du Sahel, c'est la France qui les a armés. C'est un autre moyen, et ce n'est pas le seul. Même le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours, il est revenu là-dessus. Il montre que c'est la France qui équipait les terroristes. C'est la France qui oriente les terroristes. Donc, le rôle de la France dans la montée du terrorisme et dans la vulgarisation du terrorisme en Afrique de l'Ouest, désormais ce n'est plus un secret, c'est une réalité. Tous ces chefs d'État viennent crédibiliser, en plus de ce que nous disons, ils viennent crédibiliser le discours panafricaniste, qui était un discours qui voulait révéler et qui tendait à révéler aux Africains la véritable nature
de la menace sécuritaire sur les terres africaines. Nous expliquions, et ça vous êtes parmi les pionniers également, vous nous expliquions que le terrorisme en Afrique n'a rien à voir avec la pratique d'une religion, encore moins la religion musulmane. Il ne s'agit pas de la promotion de l'islam. Les terroristes, c'est des bandits, c'est des criminels qui sont employés comme mercenaires pour le compte de l'Occident. Et nous avons eu beaucoup de preuves que nous avons présentées. Par exemple, en 2010, Abdelkarim, l'un des terroristes touaregs qui se proclamait comme étant un sécessionniste au Mali et qui œuvrait dans le mouvement qu'on appelle AQMI, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Qu'est-ce qu'il a fait? Abdelkarim s'est retrouvé dans une réunion à Bissau. La dite réunion était en fait la réunion du cartel colombien, le grand cartel colombien. Vous connaissez le grand trafiquant de drogue de Colombie. Il est Pablo Escobar. Voilà, ce grand cartel a tenu sa réunion à Bissau en 2010. Et à l'époque, Embalo était très proche de ce cartel. Déjà même qu'il est resté toujours très proche de ce cartel. Donc, ce cartel, lors de cette réunion, a donné les nouvelles directives sur le trafic de drogue dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Et ce AQMI, le représentant d'AQMI était allé pour voir dans quelle mesure AQMI allait être approvisionné en drogue. Dites un peu, Madame Dédi, est-ce qu'un musulman, un véritable musulman, convaincu, un musulman, comme on dit, radicaliste, pourrait se retrouver dans les trafics de drogue? Quand on dit radicalisme, ça veut dire quand même que quelqu'un, il vient au fondement. Il veut rester dans ce qu'on appelle l'orthodoxie, la tradition. Mais vous avez quelqu'un qui dit qu'il revient dans la tradition et pas chercher la drogue. Vous comprenez qu'il s'agit de vulgaires bandits, de voyous, que la France a récupérés dans le Sahel, les a armés, les a entraînés, les a équipés. Et ce discours que nous tenions, à l'époque, souffrait de quelque chose. Il fallait la preuve matérielle de ce discours. Or, nous avions des articles de presse que nous avions recoupés. Nous avions des informateurs qui nous passaient de ces informations. Et les Africains qui nous écoutaient se disaient, ah, les panafricanistes, ils disent aussi, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais quand des chefs d'État sont venus et ont sur la base de preuves matérielles confirmé ce que nous disions, c'est la preuve que le discours panafricaniste était un discours avant-gardiste. C'était un discours qui était à l'avant-garde des grands combats de libération de l'Afrique. Aujourd'hui, le général Tiani confirme encore cela. Le général Tiani, il apporte même des preuves nouvelles qui viennent simplement montrer aux Africains qui étaient encore aveugles que non, la réalité, qui refusent de voir la réalité. Et vous avez des pseudo-intellectuels, une bande d'intellectuels qui résident en Occident, qui vous disent que non, les terroristes, c'est des sortes de fondamentalistes qui sont là-bas dans le Sahel. On va voir quand vous allez chasser la France, comment vous allez vous en sortir. Ces gens qui sont dans les prédictions apocalyptiques du type Alain Juillet, ces gens nous font croire que la dépendance sécuritaire à la France est une réalité nécessaire de l'Afrique. Alors que non. L'équation malienne, avec la libération de Kidal, il y a de cela quelques mois, nous a montré que voilà, on n'a pas besoin de la France pour faire sa sécurité. La défaite cinglante infligée aux terroristes à Djibo il y a quelques jours nous montre qu'on n'a pas besoin de la France. Les drones sont des drones utilisés par des opérateurs burkinabés. Et les drones burkinabés ont infligé une défaite remarquable, mémorable. On a suivi la vidéo sur le média partenaire, Afrique Média. Quand vous suivez la vidéo, vous suivez le magnifique reportage qui nous est dispensé par le reporter burkinabé. Vous avez envie de dire, waouh, c'est
magnifique. C'est waouh, tout simplement. Malheureusement, il s'agit d'autres frères africains qui sont en train de mourir du fait de leur naïveté. Et bon, je comprends aussi ceux qui s'émerveillent devant la dextérité des frappes de l'armée burkinabé. C'est aussi qu'on se souvient que quand ces terroristes arrivent dans des localités et qu'ils savent que vous n'êtes pas favorable, ils vous égorgent. Ils égorgent même souvent d'abord en premier l'imam du village. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas d'un concurrent dans leur déformation du discours religieux. C'est ça. Le général Tchiani est venu confirmer que toute cette bande de criminels, ceux qui les épaulaient, ceux qui les protégeaient, c'était la France, dans son opération Barkhane. Ouais. Alors que ce n'était pas une opération qui présentait comme une opération pour lutter contre le terrorisme, alors que c'était une opération pour nourrir et faire grandir justement cette nébuleuse. Parlant toujours de ces terroristes, vous parliez tout à l'heure des forces armées de défense du Burkina Faso. Le 10 décembre encore, après l'épisode de Djibo, les forces combattantes burkinabées ont encore réussi à neutraliser plusieurs terroristes. Cette fois-là, c'est dans la localité de Nouna. Et là, nous sommes dans la région du nord du Burkina Faso. C'est pratiquement le même mode opératoire. C'est vraiment des tirailleurs, ces terroristes-là, parce que c'est toujours à la suite des embuscades tendues par les forces burkinabées que le filet finit par les happer. Ça a donc encore été le cas le 10 décembre dernier du côté de Nouna. Et on va le dire dans le même temps, les vecteurs aériens, j'adore cette expression, les vecteurs aériens. Finalement, en Afrique, au Sahel, nous en parlons. Avant, ils nous ont habitués à des expressions, on avait l'impression que ça n'existait que chez eux. Parce qu'ils ont tellement esclavagisé le noir, réduit le noir à un objet, que ces vecteurs aériens devaient seulement être l'apanage des colons ou encore des meurtriers, des intellectuels, comme vous le disiez tout à l'heure, Jonathan. Et donc, on va dire, ils ont frappé un groupe de terroristes à la frontière avec le Mali. Tout à fait. Avec le Mali, donc ça rejoint justement la charte d'Iptako Gourma. Tout à fait. Il faut noter que l'armée burkinabé, dans sa montée en puissance, a travaillé avec de nouveaux partenaires que la France. Quel était le problème avec la France? Le problème avec la France, c'est que la France déjà n'a pas un armement redoutable. Si vous prenez par exemple les chars AMX de la France, même les terroristes, nous leur disons, ceux qui s'engagent dans cette affaire, ils doivent savoir qu'ils ont un très mauvais partenaire de travail. La France. Alors, la France a donné les chars AMX à l'Ukraine. C'était dans le cadre de leur appui insensé contre l'opération militaire spéciale russe sur le territoire de l'Ukraine. En fait, les Ukrainiens qui ont accueilli ce matériel avec beaucoup d'espoir se sont dit vraiment, les Français nous ont aidés avec quelque chose qui va faire mouche sur le terrain. Se sont rendus compte que les AMX, c'est vraiment des jouets de guerre. Quand ils se sont déplacés avec les AMX, les roues se sont percées en route. Le char de combat, les roues se sont percées. Finalement, pour déplacer le char, c'était compliqué. Et ceux qui étaient dans ces chars se sont fait pulvériser parce qu'ils ne pouvaient pas éviter les assauts ennemis. Ceux qui avaient même l'opportunité de voir un char bien roulant, ils se sont rendus compte que dans les confrontations, les AMX, c'est de véritables papiers de combat. Donc, en face, vous avez des redoutables comme les chars T-90, T-72, les T-80. Et là, vous avez carrément des objets qui ne font pas mouche devant de telles machines de guerre. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les Russes, quand les Français ont proposé d'augmenter le stock de AMX, ils ont dit aux Français, votre affaire là, donnez ça à un autre pays. Il y a quelques jours, les Français ont proposé de donner ça aux Arméniens. Vous savez quelle est la polémique en Arménie? En Arménie, tout le monde dit, les chars là n'ont pas pu aider les Ukrainiens, nous ça va nous aider comment? Vous comprenez la préoccupation? L'efficacité même du matériel français est remise en question.
Quand vous prenez à l'autre niveau les chasseurs, l'armée française, ces chasseurs qu'elle a donnés à l'armée ivoirienne, il y a quelques jours, c'était des mirages. Elle a donné des mirages à l'armée ivoirienne. Mais les fameux mirages ont tellement de problèmes que l'armée ivoirienne qui en a 4 ne voit que 2 sur le plan opérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 qui fonctionnent normalement. Et en plus, l'un des problèmes encore avec les chasseurs français, c'est leur consommation excessive de carburant. Donc, c'est même du matériel qui est inadapté pour lutter contre de réelles menaces. Maintenant, la France, est-ce que la France produit des drones de combat? Non, il ne fabrique pas les drones de combat. La France n'est pas capable de produire des hélicoptères de combat performants. Le dernier hélicoptère de combat qui produisait, c'était le Puma. Et puis, le Puma, aujourd'hui, il préfère le produire, il pouvait le coproduire avec les Allemands. Donc, les Français, même sur le plan, même s'ils avaient la volonté d'aider le Burkina, ils ne disposent pas de la capacité. Et quand bien même ils disposent de certaines capacités, c'est avec du matériel de piètre qualité. C'est ce que nous essayons de montrer. Et de l'autre côté, vous avez la Russie, qui est arrivée dans la sous-région, qui a du matériel de qualité. Les chars ukrainiens qui combattent l'armée russe sont encore les chars russes, T-72, T-80. D'accord. Les chasseurs ukrainiens, c'est-à-dire les avions ukrainiens qui combattent les avions russes, sont encore les avions russes, les MiG-29, les MiG-29, les Su-25, les Su-27. Vous voyez que le matériel russe est tellement performant que même quand on se vante que les Ukrainiens résistent, quand l'Occident se vante en disant l'Ukraine résiste, c'est encore le matériel russe qui permet aux Ukrainiens de bien se battre. Donc, maintenant, quand vous redescendez, si les Ukrainiens ont réalisé de performances même sur leur terrain, c'était aussi avec les drones turcs. Les Burkinabés ont compris cela. Et qu'est-ce que les Burkinabés ont fait? Les Burkinabés sont allés vers ceux qui ont le matériel de qualité. Quand vous parlez donc des drones, les drones sont par exemple turcs, les drones sont russes, les hélicoptères sont russes, les avions sont russes. C'est ce matériel qui aujourd'hui permet à l'armée burkinabé de briller de mille feux et de brûler de manière tout à fait exemplaire le matériel de piètre qualité que la France livre aux terroristes. En d'autres termes, la France envoie même ces terroristes à la boucherie. Si ces derniers avaient une once d'intelligence, ils auraient compris depuis longtemps que si la France a été incapable d'aider ceux qui sont en face, ce n'est pas nous qui vont aider. Ils n'ont pas cette capacité. Ils ne savent même pas le faire. Merci Jonathan Batengene. Nous allons écouter un morceau choisi de cet entretien que le chef de l'État du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a donc accordé à la chaîne nationale du Niger. Mais ce morceau choisi, nous l'avons prêché des confrères journalistes. Alors pour vous, nous allons écouter une partie de ces accusations sans gants et bien sûr sans masque. En 4 mois, ce que nous avons obtenu comme résultat nous permet d'espoir que ce premier domaine, qui est le domaine de la défense et le domaine sécuritaire, à travers les actions sur le terrain, à travers les actions diplomatiques qui nous permettront de renouveler nos domaines de coopération avec certains pays qui nous accompagneront dans le sens de prendre en main notre destin dans le domaine de la sécurité. Je crois que à travers le départ de l'origine du terrorisme sur notre territoire, je citerai notamment la France, vous ne pouvez pas combattre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, l'incendie terrorisme tire son essence du soutien que la France lui apporte. Nous avons pu dénoncer les accords de coopération en matière de défense. C'est un grand pas, un pas qui était là depuis plus de 50 ans.
nous sommes parvenus à le faire, Dieu merci. L'ambassadeur de France qui a voulu, au mépris des règles de relations diplomatiques, sous-estimer et mépriser les autorités nigériennes, a quitté notre territoire. C'est également des actions concrètes que nous avons posées dans ce domaine de rétablissement de l'ordre sécuritaire. Nous étions confrontés à une menace évidente, qui est l'hostilité de la France, qui avait sur notre territoire, on parle de 1500 hommes, mais c'était plus de 2000 hommes. Face à cette hostilité, en plus de cette menace de la présence des troupes françaises sur notre territoire, et où c'était un impératif pour nous qu'ils quittent notre territoire, malgré l'hostilité ouverte des autorités françaises, nous avons pu faire partir ces troupes. À l'état d'aujourd'hui, il reste une centaine et ils vont partir. En plus de cela, vous savez que le Niger, même si c'est de façon télécommandée, faisait face dans la même période à une menace d'agression de la CEDEAO. Est-ce qu'il est rationnel pour nous, qui sommes des militaires, d'organiser un dialogue national en ce moment précis, avec toutes ces menaces, sans oublier les menaces terroristes qui bénéficiaient au moment bien précis du soutien de leurs sponsors. Toutes ces raisons, même si nous ne sommes pas sortis pour le dire ouvertement au peuple nigérien pour des raisons stratégiques, nous ont poussé à surseoir de ce grand rendez-vous à Niamey, puisqu'il devait, en fin de compte, se tenir à Niamey. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Le général Tiani, qui n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer cette France meurtrière, cette France terroriste. Alors Jonathan, c'est vrai qu'à l'allure où l'AES monte en puissance, c'était évident que l'on vienne à ce genre de déclaration. Et nous allons le dire, c'est pas la première déclaration, il y en a d'autres qui vont suivre. En l'occurrence, peut-être dans un futur très proche, le retrait total et définitif des pays justement membres de l'AES, de cette organisation fantoche qui n'est autre que la CEDEAO. Vous savez, on a dissous cette affaire de CEDEAO. Pour nous, ça n'existe plus. C'est l'AES qui existe. On a un des vaillants combattants de la liberté en Afrique, le digne président Tiani qui vient de prendre la parole. Pour nous, c'est une parole d'évangile qu'il vient de donner. Nous saluons la prise de parole du grand et digne président, le général Tiani. Il nous a fait des révélations comme nous aimons bien. Nous saluons d'abord le format. Il s'exprime devant la télévision nigérienne. Je crois que le traître Bazoum peut regarder encore cette émission et tirer des leçons. Parce que le traître Bazoum humiliait ses journalistes. Regardez comment le plateau, le décor est bien fait. Même les sièges sur lesquels ils sont assis. Mais le traître Bazoum, comment on l'avait traité? Comment est-ce que Soudan et son ami l'ont traité? On avait pris Bazoum, on le met sur une petite chaise. Et eux, ils ont pris deux grosses chaises, ils s'asseyent. Ils étaient là comme ses tontons, en train de lui donner des leçons. Ils le regardent. Dit, Bazoum, tu penses quoi de l'affaire du Mali? Dit, bientôt les terroristes vont arriver au Mali. Des réponses écrites depuis l'Élysée. Oui, on lui dit, tu penses quoi? Il dit, c'est ceci. Des émissions
qui rendait ridicule le Niger. On l'appelle un jour où Macron a dormi, là il s'est réveillé, il a rêvé du général, du colonel Assimi Goïta. Mais allez lui faire une interview à Bazoum. Vous voyez Bazoum, un grand matin, on le réveille, on dit, Macron a demandé quoi tu dois dire. Tu vois ce que tu vas, on écrit le scénario. Et le pauvre Bazoum, le pauvre, il devait humilier le Niger comme ça, continuellement. Voilà ce qu'on appelle un président. Regardez comment... Un président dont certains autres chefs d'État de la sous-région ont attribué la place dans les casernes. Je crois que c'est Macky Sall qui avait fait cette déclaration comme quoi des hommes militaires, c'est dans les casernes et non dans des palais feutrés. Moi, vous savez, un général comme le général Tchani, un colonel comme le colonel Assimi Goïta, un capitaine comme le capitaine Ibrahim Traoré, c'est des hommes qui ont fait leurs preuves. La vie, c'est le progrès. Ça, c'est une information que Macky Sall lui-même connaît. La vie, c'est le progrès. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, Madame Dedi. Vous êtes devenue directrice de Pan-African Media. Demain, vous pouvez devenir même PDG d'un autre média. Vous pouvez même devenir demain ministre de la communication. On va vous dire que votre place est derrière le plateau. Oui, derrière le micro. Macky Sall a une vision figée de l'existence. Il ne sait pas qu'il y a des généraux même au Sénégal actuellement qui rêvent de devenir comme Tchani. Le problème simplement des généraux sénégalais, et c'est là où nous on ne les comprend pas, les militaires sénégalais, ils ont tellement été habitués à tirer sur les civils qu'ils n'ont même pas le courage d'affronter un vrai adversaire. C'est ça le problème au Sénégal. C'est qu'il n'y a pas le vrai général, un général qui a fait la guerre comme le général Tchani. C'est des gens qui ont fait leurs preuves. Tchani était au front. Il connaît ce qu'on appelle tirer avec une mitrailleur. Le général sénégalais, ce n'est pas une manière de dire qu'il n'y a pas de généraux sénégalais. Les généraux sénégalais, pour la plupart, c'est les gens qui ont reçu les ordres d'aller tirer sur les manifestants de Sonko. Quand ils sont avec son équipe, pour eux, ils cherchent les civils désarmés avec les cailloux. Les civils qui ont les cailloux, qui visent les cailloux, ils tirent avec des balles réelles. C'est ça, en général, au Sénégal. Mais quand tu as des généraux comme ça, tu peux les intimider comme fait Macky Sall. Mais il doit savoir une chose. Il y a quand même des jeunes Sénégalais braves dans l'armée sénégalaise. Et nous leur faisons confiance pour que dans les prochains jours, ils ramènent la sécurité au Sénégal. Que ce travail de tirer sur les civils s'arrête. Le général Tchani n'est pas un homme de caserne. C'est un homme qui a compris son rôle historique. C'est un homme du terrain. Quand un homme est un homme de terrain, il ne va pas attendre sur sa chaise que les choses changent. Lui-même, il impulse les changements. C'est ce qu'a fait le général Tchani. Et le général Tchani, dans son impulsion des changements, nous révèle maintenant. Il nous fait des révélations fortes. Il nous dit, vous savez, les terroristes là, c'est les Français. Ça, c'est un homme de terrain, il est pragmatique. Il n'est pas là à chercher de midi à 14 h. Il n'est pas dans les discussions inutiles. Vous avez vu que lui ne s'entoure pas dans la conciliation. Non. Il ne s'entoure pas de protocole diplomatique. La diplomatie, il a mis ça de côté. Il dit, donnez l'interview. On dit, c'est la télévision nationale. Il dit, donnez l'interview. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de tabou. Sans tabou, sans gants, sans masque. Voilà ce qu'on appelle un président. Il dit, sans tabou, on va parler des choses. Vous voulez quoi? Les terroristes, c'est qui? Les Français. Vous voulez les preuves? Ils donnent les preuves. En tant que général qui a été sur le terrain, sa parole, c'est une parole d'évangile. Il reste simplement qu'on mette dessus un sceau. Mais comme la France, c'est un pays voyou, et que le monde actuel, il y a une voyoucratie organisée par les États-Unis, et que cette voyoucratie s'appelle le bloc de l'OTAN, et que le voyou français est protégé par la voyoucratie mondiale, malgré ces accusations qui sont fondées, et que le Mali a documenté, vous verrez que personne
nous lèvera le petit doigt. Nous lèvera le petit doigt. Mais alors que la France a déjà atteint le niveau où, je ne vous mens pas, Madame Dedi, normalement, il faut une opération militaire spéciale africaine en France. Vous m'avez pris effectivement les mots en pleine bouche. Normalement, qu'aucune personne ne lève le petit doigt sur l'échelle internationale, mais nous pouvons rassurer que nous, les combattants, nous mènerons le combat jusqu'à la lie. Et tous ces sanguinaires, ces intellectuels passeront pour moi à la guillotine et sans pitié. Pour tout le mal qu'ils sont en train de faire sur le continent africain, pour les terrorismes scientifiques, les terrorismes physiques, l'esclavagisme dans notre genre, à l'ère du 21e siècle, ça finira. Il y a une fin pour tout. Aujourd'hui, la France est exposée à mon Dieu vison, sans toutefois que nous puissions avoir de la crainte. Et c'est révolu justement cette époque où c'était le rêve de chaque Africain, faire ses études et aller travailler en Europe. Non, c'est terminé parce que l'Afrique, c'est notre berceau. L'Afrique, c'est le monde de demain, d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. Madame Dedi, vous savez, dans ce combat panafricaniste, on voit des choses. Quand les Français, quand les Occidentaux voient que vous avez de la verve, surtout nous les jeunes, vous rentrez, vous voyez dans votre téléphone, on vous a envoyé un email. Oui. Vous vous dites, mais qui m'envoie l'email? Vous voyez que c'est une bourse. Vous dites que vous avez reçu une bourse pour aller au Canada, pour aller en France. Pour aller en France. Vous dites, mais pour aller à la francophonie. J'ai postulé à la bourse quand? Vous posez des questions. Vous allez parfois sur votre compte Twitter, vous voyez des messages. Vous voyez que des diplomates vous écrivent. Dites, moi, si petit, je suis déjà aussi sollicité. Pourquoi? Parce que il faut acheter la conscience. Ils croyaient que le rêve de tout Africain, c'est d'aller au Canada, d'aller en France, d'aller dans ces pays pour continuer sa vie. Ils ne savent pas que l'engagement de la jeunesse africaine s'est fait sur la base d'un ensemble de sacrifices historiques. Ces sacrifices qui ont été réalisés par les pères fondateurs du panafricanisme. Ces sacrifices qu'ont consenti tous ceux qui se sont battus pour la cause panafricaniste. Ces sacrifices aujourd'hui sont eux-mêmes le moteur du combat panafricaniste. Et cette jeunesse n'hésite pas elle-même à sacrifier ce qu'ils appellent le bonheur, le pseudo-bonheur, d'aller vivre dans leur pays. Nous ne pouvons pas y aller encore pour nous asseoir et dire nous sommes les intellectuels plus brillants simplement parce qu'on émet depuis Paris. Non, on n'a pas besoin de ça. Le plateau de Pan-African Media est aujourd'hui l'une des tribunes les plus prisées dans le monde, Madame Dedi. Comme le média, mais Afrique Média. Quel est l'homme politique dans ce monde aujourd'hui qui ne veut pas passer sur Afrique Média ou bien Pan-African Media? Justement, c'est ce que j'allais... Parce qu'ils savent que la qualité des émissions ici, le discours de vérité a donné une portée exceptionnelle à ces médias. Et c'est ça la différence. Et donc, ça va avec justement les acteurs de ces différents médias. Tout à fait. Nous n'allons pas diluer notre discours. Ou bien nous n'allons pas nous rechigner à écouter de si poétiques paroles qui ont été distribuées par les chefs d'État panafricanistes, comme le général Tchani. Quand il nous envoie cette poésie mélodieuse, mais qui est d'une violence terrible, parce que ça agit comme de l'eau bénite sur un démon quand ça touche la France. Quand ça égratigne la peau de Macron, il s'agite. Et dans les jours à venir, il imagine de nouvelles stratégies pour encore corser le terrorisme en Afrique. Mais nous le disons encore, Macron, comme les terroristes, comme ça a été, ils ont été pulvérisés au Mali. Ils ont été, alors là, ils ont été enflammés au Burkina. De la sorte, ils seront au niveau du Niger écrasés comme les arachides dans les moules, dans les pilons de nos mamans. Quand les mamans pilent souvent les arachides pour les réduire en pâte.
Voilà. C'est ce qui va arriver à leurs terroristes au niveau du Niger. Donc, ils seront très bien écrasés. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Le général Tchani, vous avez vu, il n'a pas peur. Il est serein. Oh, c'est un monsieur très serein. À l'heure actuelle, vous avez encore vu Ouattara? Ces derniers jours, vous avez vu Ouattara? Il joue le trio Ouattara, Macky Sall, je crois, Talon, Patrice Talon, joue un peu à ce que je vais appeler le jeu de la petite amie qui a surpris son mec avec une autre et essaye un peu de bouder. Donc, c'est ce qui se passe. Non, le problème est grave même chez Ouattara. Actuellement, Ouattara a peur de sortir de son pays. Vous savez que l'affaire de son palais de Guillaume Soro qui est arrivé là, ça commence déjà à bouger à Abidjan. Les bruits de bottes. Vous avez vu la réunion, Ouattara n'est pas allé. Il n'est pas allé. Oh, mais nous disons aux panafricanistes, soyez un peu patients. Ça commence à bouger à Abidjan et dans le bon sens. Nous risquons tous d'être à la canne à Abidjan. Bien sûr, sans Ouattara. Nous risquons, si jamais cette canne a lieu, parce que c'est vrai que c'est une parenthèse, c'est pas le sujet. Il y a la polémique justement autour de ce camp qui a été construit, soi-disant pour protéger les différentes équipes qui vont compétir à la grande messe footballistique sur le continent africain. Alors, si le pays est véritablement en paix, pourquoi autant de mesures sécuritaires? Le point de l'interrogation persiste. Voilà. Et ça rejoint justement les bruits de bottes qui chaque jour, le volume augmente. Le volume des bruits de bottes augmente. À contrario, regardez comment Tchani est à l'aise. Le général Tchani, il fait il passe l'interview, il est presque en train de dire à son journaliste, mais ces gens-là, ils ne nous ont pas encore vus. Hein. Voilà. On est encore à la maison, ils sont déjà en train de courir. Et quand on va sortir, ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler. Alors, une pause sans pause, c'est bien sûr la rédaction centrale de Pan-African Media. La CEDEAO, bientôt orpheline de certains de ses membres fondateurs. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, réunis sous la bannière du Liptako Gourma, ont décidé de quitter l'organisation ouest-africaine. Cette décision est arrivée au moment où la CEDEAO s'est réunie pour son 64e sommet le 10 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria. L'Alliance des États du Sahel a annoncé son intention de rompre toute relation avec la communauté ouest-africaine. Cette décision est la résultante d'une série de pressions exercées contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, orchestrées par la CEDEAO sur l'impulsion de la France. Les révolutions panafricanistes du 25 septembre 2022 au Mali avec le colonel Assimi Goïta, celle du 30 septembre 2022 au Burkina Faso sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré et plus récemment le 26 juillet 2023 le général Abdourahmane Tchani du Niger, ont été des revers difficilement digérables par les dirigeants pro-occidentaux d'Afrique de l'Ouest. Face à cette montée en puissance des gouvernements militaires, la communauté ouest-africaine avait alors infligé de lourdes sanctions aux États concernés dans le but de les plonger dans un état de vulnérabilité. Mais c'est l'effet contraire qui s'est produit. Bamako, Ouagadougou et Niamey ont su s'affirmer et s'unir pour faire face à ce problème commun. Une union qui a engendré la signature de la charte du Liptako Gourma et l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre dernier. Rappelons que ce sommet de la CEDEAO a été marqué par l'absence des pays de l'AES qui ont annoncé leur intention de se retirer définitivement de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ils étaient donc accusés de non-respect du calendrier de la transition démocratique. Il faut également noter que l'objectif officiel de ce forum de la CEDEAO était d'évaluer les avancées ou les manquements de ses pouvoirs transitoires, mais de nombreux observateurs estiment que la levée ou non des sanctions économiques et financières contre le Niger constituait la quintessence de
de ce sommet. La campagne du oui et du non pour le référendum constitutionnel suit son cours au Tchad. Chaque leader d'opinion essaye de convaincre le maximum de personnes qu'il peut à voter selon son idéologie. C'est ce que fait Ahmad Abdel Kérim, fils du terroir, qui parcourt avec enthousiasme la région du Grand Kanem pour appeler les habitants de cette région à voter pour le oui au référendum constitutionnel. Selon lui, un vote favorable au référendum est une manifestation de patriotisme et d'amour pour un Tchad uni, solidaire et indivisible. Cette tournée d'Ahmad, qui a pour but de couvrir l'ensemble du Grand Kanem, continue son chemin. Son objectif est de rallier un maximum de soutien en faveur du oui en prêchant l'unité et la solidarité face aux enjeux futurs du pays. Il convient de noter que le référendum constitutionnel, qui aura lieu le 17 décembre prochain, se tiendra dans le but de permettre à la population tchadienne de se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution devant ou non transformer le Tchad en un État unitaire. L'opposition, qui soutient le non, critique le gouvernement de ne pas donner totalement le choix à la population, étant donné que l'on a seulement proposé l'État unitaire et bâclé la proposition du fédéralisme. Malgré les divergences et autres, la campagne suit son cours. Chaque côté essaye de mobiliser le maximum de partisans qu'il peut avant le jour J. Moscou fera un don de près de 18 tonnes d'aide humanitaire aux Palestiniens. D'après le ministère des situations d'urgence russe, la cargaison comprendra des denrées alimentaires, des médicaments, des couvertures ainsi que des vêtements. L'assistance russe destinée aux habitants de la bande de Gaza sera livrée à El Arish en Égypte et la branche égyptienne de la Croix-Rouge se chargera de transmettre l'aide aux Palestiniens. Ce don de la Fédération de Russie pour la Palestine n'est pas une première. L'on se rappelle qu'après la reprise des hostilités à Gaza, la Russie avait déjà envoyé 27 tonnes d'aide humanitaire par avion spécial vers la bande de Gaza. Cet avion avait décollé de l'aérodrome de Ramenskoye, près de Moscou, toujours à destination de l'aéroport de la ville égyptienne d'El Arish. Cette aide contenait de la farine, du sucre, du riz et des pâtes alimentaires pour les Palestiniens. Ces multiples aides russes traduisent le soutien du Kremlin aux sinistrés palestiniens qui subissent des massacres orchestrés par Israël. Des massacres que la Russie condamne. Rappelons que la reprise des hostilités à Gaza le 7 octobre dernier a causé la mort de près de 18 000 Palestiniens constitués pour la plupart des enfants et des femmes. Alors, de retour sur le plateau après ces informations telles que relayées par la rédaction centrale de Pan-African Media, je pense que nous allons de ce pas amorcer avec la deuxième thématique, les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire pendant que le combat est concentré sur le chassement, permettez le néologisme, de la France sur le continent africain. De l'autre côté, nous avons les États-Unis qui veulent forcer une entrée sur le continent, parfois à visage découvert, parfois à visage surnois et aussi un peu de complaisance parce qu'effectivement, il faut s'installer, il faut prendre automatiquement la place que la France avait sur le continent. Jonathan Batengene, comment comprendre cela? Déjà, la France a agi pour le compte des États-Unis pendant longtemps. Ce n'est pas une affaire où on dit la France faisait pour elle-même, tout ça, non. La France était... Sans toutefois vous couper, ça veut dire que au niveau où en sont les choses, les États-Unis se sont rendus compte que l'élève
n'a pas su appliquer les cours du professeur. Il est nul. Voilà. Élève nul. Élève nul. Bon, prenons l'exemple qui est le plus simple. Le berger est nul. Les brebis commencent à fuir l'enclos. Tel enclos colonial. Et on voit déjà des brebis pathologiques qui sortent de l'enclos. Hein, on voit le général Tchani qui court là avec ça, qui court déjà là. C'est une brebis qui est en train de courir hors de l'enclos. Et là-bas, il y a des pâturages bien verts, des beaux pâturages qui sont attirants. Et ces brebis qui ont été rationnées, c'est-à-dire qu'on leur apportait un fourrage de moindre qualité et un fourrage qu'on posait à des heures précises et suivant des conditions précises. Ces brebis sont en train de courir et se rendent compte que la prairie est la leur et que dans cette prairie, il y a des herbes de diverses variétés et des herbes très riches qu'elles vont brouter. Alors le berger dit, ah, si les brebis se rendent compte de ça, ça menace mes intérêts. Il dit donc à son berger, à son représentant local, je te vis de la région. Moi-même, je vais prendre le bâton de commandement. C'est ce qui se passe. Les États-Unis se rendent compte que la France ne peut plus contenir la montée en puissance des indépendantismes africains. Parce que ce que nous faisons, c'est la continuité des luttes indépendantistes des années 60. France est débordée par le succès des panafricanistes, le succès des souverainistes africains. Et les États-Unis disent, face à une telle situation, si ça continue, ces Africains-là même, je vais me rendre compte qu'ils sont déjà en train de s'industrialiser, ils vont devenir les concurrents. Or, regardez comment les États-Unis regardent le monde. Les États-Unis ne veulent pas de compétiteurs internationaux sur tous les plans. Militaires, technologiques, économiques, financiers. L'Europe des années 2000, avec le traité de Maastricht, l'Europe a voulu se constituer comme une puissance économique autonome. L'Europe a voulu même devenir un concurrent parce qu'il y avait ceux qui pensaient, les souverainistes européens, qui pensaient que l'Union européenne allait devenir un État comme les États-Unis et que l'Union européenne allait avoir ce qu'ils appelaient une défense commune, une politique économique commune, une politique agricole commune. Donc, en fait, devait devenir un État fédéral, un super État fédéral européen. Les États-Unis, qui ont compris le problème, ont dit, ah, on va leur montrer, ceux-là, ils veulent devenir nos challengers. Donc, à terme, ils pourraient menacer notre survie en tant que superpuissance mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé les programmes comme Young Leaders. Oui. Les Young Leaders, ils ont fabriqué les Tintin comme celui de l'Élysée ou bien les voleuses comme celle qui est actuellement à l'Union européenne. Et c'est ces leaders qu'ils ont placés à la tête des États européens. Vous avez le sommet de toute cette mafia organisée autour de l'Europe, la colonisation de l'Europe. Vous avez le clone sanglant de Kiev qu'on a allé copter alors qu'il faisait du cinéma et il jouait au piano avec sa kéké. Donc, voilà comment les États-Unis ont recolonisé l'Europe en prenant des dirigeants qu'ils ont fait accéder au poste de décision et ces dirigeants qui répondaient aux ordres de Washington sont devenus les larbins de Washington. Et l'Europe est devenue une colonie états-unienne. Ça a été complété avec la crise ukrainienne parce qu'on a utilisé le larbin de Kiev pour créer les conditions totales de colonisation de l'Europe. Alors, les États-Unis se disent, comme nous avons éliminé le rival européen, nous allons empêcher l'éclosion d'un rival africain. Les États-Unis, vous allez remarquer d'abord, essayent d'avoir une discussion au cas par cas avec les pays africains. Vous savez pourquoi la discussion au cas par cas? On ne peut mieux déstabiliser une zone qu'en divisant ceux qui habitent cette zone. Et la discussion au cas par cas, c'est
par exemple, une discussion avec le Kenya sur les questions de défense, une discussion avec la RDC sur les questions stratégiques. Et vous avez vu tout l'endocolonat de la RDC est désormais acquis aux États-Unis. Une discussion particulière avec Kagame qu'on oppose avec ses frères de RDC. Vous voyez un peu comment ils font. Une discussion avec l'Égypte qu'on désolidarise des grandes causes africaines. Une discussion. Ils font des discussions au cas par cas et s'arrangent à ce que les intérêts entre les pays soient divergents. Dans le cas de la RCA, puisqu'ils avaient un pas au Rwanda, un pas en RDC, c'était le même procédé. Il fallait ouvrir des discussions particulières parce qu'ils font la même chose avec le Cameroun. Et ils voulaient faire la même chose avec le Niger. Nous demandons aux autorités du Niger, du moins les autorités de l'AES, de refuser la discussion au cas par cas avec les États-Unis. C'est leur stratégie pour diviser les Africains. Ils reviennent donc. Au niveau de la RCA, ils constatent que le berger français s'est fait évincer. Il a été chassé comme un malpropre. Ils disent, ok, nous, on va jouer la stratégie du pays qui souhaite simplement bien comprendre de quoi il est question et qui veut coopérer avec la RCA. Voilà la posture que les États-Unis ont adoptée. Ce n'était pas les pressions sur la RCA. Même la question du référendum du 30 juillet. Oui, tout à fait. Au départ, ils disent non, il n'y aura pas, c'est la dictature. Touadéra veut s'éterniser au pouvoir. Et quand les autorités centrafricaines ont expliqué le bien fondé de cette constitution, le premier pays occidental qui a apporté son soutien à la RCA, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, ils donnent l'impression... pour mieux baliser voilà. En fait, ils disent, leur terrain. Si tu nous expliques bien les choses, nous on t'accepte. On t'accepte. Or, au fond, leur objectif, c'était de chasser les Russes. Donc, de fragiliser le système sécuritaire centrafricain et faire revenir l'insécurité exactement comme les Français hier. Les États-Unis, aujourd'hui, comme ils ont vu que Touadéra se rend compte du poteau rose et ne veut pas lâcher les Russes, ils disent qu'ils vont faire un passage en force. Hier, nous parlions de ce qu'ils ont fait au niveau du Centrafrique en termes de violation du ciel centrafricain. Ce matin, l'information est tombée. Ils ont bombardé un camp qui était tenu par les Russes à Kanga Bandoro. C'est les États-Unis qui l'ont fait. Pour le Centrafrique, ce qui se dégage depuis ce matin, c'est que c'est une déclaration de guerre. Et cette déclaration de guerre doit être prise très au sérieux. Il faut que le Centrafrique, avec son partenaire russe, prenne des mesures pour que cette situation soit très vite maîtrisée. La France a échoué. Les États-Unis estiment que c'est leur tour. Nous avons dit depuis hier que le président Touadéra a peut-être le sale boulot. Le sale boulot, c'est quoi? C'est lui qui engage toujours les tâches. Oui. C'est lui qui a commencé ce combat direct contre la France. Et c'est lui qui a commencé à chasser la France de son pays. C'est par lui que ça a commencé. Puisque Dieu l'a choisi pour faire le sale boulot, nos ancêtres l'ont choisi pour commencer le sale boulot. Le sale boulot là, contre les États-Unis, ça passera donc par le Centrafrique. Le début de la fin des États-Unis a commencé avec cette frappe en Centrafrique. Vous allez voir ma soeur Linda, dans les mois à venir, l'humiliation que la France a eue, les États-Unis vont l'avoir, peut-être même multipliée par 100. Et c'est notre soin pour nous les combattants africains. Il y a Abou d'Angleterre qui souhaite intervenir, je pense, sur les thématiques donc sur la table ce matin. Abou, bonjour. Bonjour, princesse Fouf, Indédi. Je suis tellement content de vous voir ce matin. En tout cas, sentez-vous saluer avec beaucoup de déférence. Merci. La pionnière journalistique du combat de la révolution médiatique panafricaniste. Et je salue votre invité de marque, Jonathan Batenguene, le brillantissime.
et tous les appelants et les techniciens. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique qui nous est tenue de débattre ce matin, nous sommes plus que heureux, nous les panafricanistes, de voir que le procès des Français que nous avons si demandé pendant tout le temps qu'on n'espérait jamais voir au temps de notre existence, puisse maintenant être sur la table, puisse arriver, parce que après le Mali, voilà que le Niger maintenant, hein, comme ça ne pouvait pas se faire auparavant, avant, les gens avaient peur d'accuser frontalement la France. Aujourd'hui, tout est mis sous la lumière. C'est ce que nous avons dit. Nous sommes à l'ère du verseau, où toutes les vérités seront sûres, où le criminel sera mis à nu. Il faut qu'on fasse le procès des Français. Parce que quand on parle de la France, on parle de la France gouvernante, qui a été toujours criminelle, qui a commis des crimes partout, mais qui n'a jamais été punie. Alors qu'elle est les prompte à punir les autres. C'est elle qui sponsorise la CPI pour soi-disant punir les dictateurs africains. Alors que quand on parle de crimes, celui qui a fait les crimes les plus odieux après les États-Unis, c'est le petit Satan, la France. Comme on l'a surnommé, le grand Satan, c'est les États-Unis, et le petit Satan, c'est la France. Donc, il faut que ce procès-là se fasse pour que au moins l'humanité sache qu'il y a une justice qui existe sur cette terre-là, que la France ne peut pas rester impunie par tout ce qu'elle a fait, que tout se paye sur terre. Voilà. Que autant qu'elle juge les autres, qu'elle apporte les autres au pilori, le moment aussi, quand on appelle l'autre nom du Dieu qui est le temps, que le temps est arrivé pour elle aussi à passer à la barre. C'est pourquoi qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un dicton qui dit passe pas chacun à son tour sur le coiffeur Mamadou. Donc c'est le coiffeur Mamadou maintenant qui est arrivé pour les trucs. Donc nous disons bravo au général Tiani et force courage à lui d'insister que ce n'est pas un jeu. Un criminel est un criminel. C'est pas parce qu'un criminel au col blanc qu'il l'a habillé dans les marques les plus chères qu'il n'est pas un criminel. Un criminel doit être jugé et foutu au gnouf. Voilà, c'est ce qu'on doit mettre un criminel, on doit l'isoler pour qu'il puisse retrouver son humanité et revenir parmi les êtres humains. Maintenant, à la deuxième question, pour terminer, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous avons toujours dit que les États-Unis sont les grands satans. C'est toujours eux qui ont été ceux-là même, les parrains de la France. Donc, il fallait s'y méfier. Il fallait jamais leur donner l'occasion. Nous, on a vu l'ambassade des États-Unis, par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait dans la crise qui a tué plus de 100 000 Ivoiriens. Nous avons vu, Obama était au pouvoir à ce moment-là. Nous avons vu ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont donné tous les renseignements aux rebelles. C'est eux qui ont voulu que la résolution soit prise à l'ONU pour bombarder la Côte d'Ivoire. Donc, nous connaissons aussi au temps de Lumumba ce que les Américains ont fait. Bon, donc c'est les Américains qui ont toujours été derrière. C'est eux les vrais marionnettistes. Et les Français sont les marionnettistes secondaires. Et maintenant, nous sommes les marionnettes. Bon, mais ça c'est fini. Voilà, avec maintenant l'ère du verseau où on est, la vérité est sûre et c'est les Américains. Et voilà que leur fastidieuses, ils sont en train de le démontrer en Centrafrique. Donc, il faut pas négocier avec les terroristes, il faut les chasser. C'est eux-mêmes qui nous ont éduqués en ce sens-là, qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Et quelqu'un ne peut pas venir, comme on le dit, si quelqu'un ne vous arrange pas dans votre conflit, qu'il est venu pour vous déranger, c'est que c'est votre ennemi premier, il faut l'abattre. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bonne continuation et bye bye from now. Bye bye. À vous, Monsieur Yabou, toujours fidèle aux vrais combattants. C'est pas comme certains qui voilà, font un combat sans objectif. Merci beaucoup, Abou. Vous êtes avec nous depuis Afrique Média. Partout où nous allons, tellement vous croyez en ce que nous faisons. Vous nous apportez toujours votre soutien indéfectible. Alors, Jonathan, c'est vrai que nous allons bientôt prendre congé de nos téléspectateurs. Nous le disons depuis quelques jours, l'équipe de Pan-African Media est donc sur le terrain pour une Afrique souveraine et unie. Et nous allons raccompagner, ou du moins conclure cette autre sortie de la quotidienne avec voilà, 2 sommités du combat sur le plan de la communication panafricaniste. Ce sera effectivement le PDG de cette grande chaîne de télévision,
que les téléspectateurs. Vous avez dit tout à l'heure, l'on peut être journaliste et demain être chef d'État, patron d'entreprise, ministre et j'en passe. Ça n'enlève en rien, le titre n'enlève en rien l'âme du combat, l'âme des journalistes que nous sommes. C'est mon cas, c'est votre cas, c'est le cas du PDG Mohamed Bachir Ladane qui est à Yaoundé, qui sera bien sûr en compagnie d'un autre panafricaniste très engagé, combattant des grandes heures, M. Polela, qui n'est autre que le CEO de African Revival et qui est d'ailleurs derrière le grand événement qui se tient à Yaoundé. Alors, pour sortir, Jonathan. Vivement, nous souhaitons au peuple centrafricain beaucoup de courage. Parfois, le rôle de David, chez les chrétiens, le rôle de David est un rôle pas facile à assumer. Mais quand on terrasse le grand Goliath, c'est des honneurs indicibles. Le président Touadéra doit assumer son rôle de David face au Goliath états-unien. Il a le soutien de toute l'Afrique. Et surtout le soutien de Pan-African Media. Alors nous partons, mais nous ne partons pas, nous restons. Et nous vous prions de rester scotchés sur nos antennes. La suite, c'est depuis Yaoundé. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien. Nous sommes avec Paul Ela, président de African Revival et président du comité d'organisation des Pan-African Awards. Nous nous sommes rendus à la 3e édition, ici dans la cité capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. Paul Ela, bonjour. Bonjour Bachir. Et merci de nous faire l'honneur de vous exprimer sur les antennes de Pan-African Media dans le cadre de cette autre édition, la 3e, Paul Ela. Quand même, on a fait du chemin. On a fait du chemin et mon cher Bachir, vous étiez à l'origine de cette belle aventure qui n'était pas de tout repos et qui n'était pas de toute facilité, mais ne dit-on pas que c'est par l'abnégation que nous atteignons nos objectifs. Et je te remercie, je remercie ta disponibilité depuis le début en 2021. Et entre-temps, quelques eaux ont coulé sous le pont et nous nous retrouvons aujourd'hui à la 3e édition des Pan-African Awards à Yaoundé et c'est un véritable plaisir. Un plaisir qui nous permettra de découvrir quoi exactement? Un plaisir qui nous permettra de découvrir, j'ai envie de dire comme depuis la première édition, de nouveaux visages, de nouveaux combattants pour la liberté et la dignité des peuples noirs en général et une cérémonie le 16 décembre 2023, le clou de l'événement, qui attend plus de 1000 personnes cette année avec une très forte communauté des Caraïbes, encore plus forte que les deux précédentes éditions, avec plus d'une soixantaine de personnes venues de ce côté du monde et avec des intervenants nouveaux, avec des visages nouveaux, avec des compétences nouvelles. En tout cas, cette 3e édition nous réserve de très belles surprises dans la même dynamique de découverte, d'engagement, de partage avec des conférences du 13 au 15 décembre 2023 du côté de la falaise de Yaoundé et avec, comme d'habitude, cette foire d'exposition 100% africain qui valorise nos patrimoines. Alors, ces deux aspects. Prenons la deuxième que vous avez évoquée, foire 100% des produits made in Africa. Voilà. Pourquoi insister sur cet aspect, Paul-Ela? Parce que le combat économique est essentiel dans la libération, l'autodétermination de nos peuples. C'est la main qui donne qui est au-dessus et c'est elle qui domine. Et il faudrait que nous arrêtions de dépendre d'un point de vue économique des pays extérieurs, en tout cas hors du continent, parce qu'il est grand temps que les échanges sud-sud se fassent et s'intensifient pour briser justement cette chaîne de dépendance vis-à-vis de l'Occident ou des États-Unis ou de tout autre pays qui nous tiennent encore trop malheureusement par le lien économique parce que nous n'avons pas suffisamment d'indépendance à ce niveau. Et ça passe par la valorisation de nos producteurs, de nos produits, de nos services. Et ça permet justement que nous soyons à l'abri
des chocs externes, comme on l'a vécu avec la crise russo-ukrainienne, où l'Afrique s'est retrouvée en train de manquer de blé et en train de quémander pour certains qui n'ont pas tout à fait honneur à l'Afrique, mais qui se sont retrouvés en train d'aller commander du blé à l'extérieur. Ce n'est juste pas possible parce que l'Afrique, c'est plus de 70% des terres arables et c'est plus de 60% de toutes les richesses du sol et du sous-sol. On n'a pas à aller commander un quelconque bien-être à l'extérieur, quelle que soit la forme. Et c'est pour ça que nous apportons notre petite pierre à l'édifice, justement, de cette construction d'indépendance économique, en valorisant nos producteurs, parce que si nous ne consommons pas local, je ne vois pas comment nous pourrons inverser la tendance fâcheuse de nos balances commerciales structurellement déficitaires depuis beaucoup trop longtemps aujourd'hui. Et donc, la foire 100% de produits africains, qui se tiendra du 13 au 16 décembre à l'Hôtel La Falaise, dans le cadre des Pan African Awards, 3e édition, vise justement cet objectif noble-là, à savoir retrouver notre indépendance économique et valoriser, qui passe donc inéluctablement par la valorisation de nos artisans, de nos producteurs, de nos entreprises de services et de tous ceux qui œuvrent pour offrir aux Africains une consommation locale sans plus que nous ne dépendions de l'extérieur. À ce niveau, justement, on a une estimation d'exposants attendus, que ce soit des individus ou alors des entreprises africaines. Absolument. On a des dizaines d'exposants qui sont attendus de divers secteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des artisans, vous avez des industriels, vous avez des producteurs de services, vous avez toutes sortes de... C'est vraiment un moment extraordinaire parce que il permet cette foire d'exposition 100% africain, permet justement de montrer le savoir-faire de notre génie africain et ça a contribué à arrêter de ce complexe qui n'a aucun sens vis-à-vis des produits qui viennent d'ailleurs. Et donc vraiment on attend une diversité assez large de produits et services et donc d'exposants. Alors, Polela, vous avez évoqué deux aspects. À côté de l'exposition des produits Made in Africa, vous avez parlé des conférences. Justement à ce niveau, comment s'est opéré le choix des thématiques et même des intervenants? Parce qu'on a lu le programme, il est très alléchant, on a des personnalités vraiment très connues sur le plan intellectuel et dans l'engagement dans la lutte. Nathalie Yam, professeur Binambiko, Bob Basson et plusieurs autres des Antilles et des Caraïbes. Comment s'est opéré tous ces choix? Alors, ces choix sont opérés justement en observant les actions et les impacts de ces différentes personnalités, chacune dans son domaine. Vous avez des écrivains comme Alain Mabankou, le célèbre écrivain Alain Mabankou qui est là. Vous avez parlé de Nathalie Yam, vous avez parlé on peut parler de Bandakani, de Mbobok Bogbasson, Mouazoulou Diabanza qui est là cette année, le professeur Nicolas Agbo qui revient. Enfin, on a une bonne brochette de personnalités. Comment on les choisit? Tout simplement par leur impact. Et chacun d'eux, sans que je ne vous fasse un dessin, parce que vous êtes un homme aguerri et averti de ces questions-là, vous voyez bien que tout ce qu'on a cité, et tout le monde peut le vérifier, sont des personnes qui impactent considérablement d'un point de vue positif la lutte que nous menons. Et donc ils sont de tous ordres, ils sont des économistes, ils sont des écrivains, ils sont des hommes et femmes politiques, ils sont des artistes, des artisans. On attend par exemple cette année le célèbre chanteur Thierry Cam qui nous vient des Caraïbes et qui sera de la partie. Et on a la jeune Tamou Mazama, cette pépite pétrie de talent qui nous vient de Philadelphie aux États-Unis et qui est déjà au Cameroun et qui est une artiste écrivaine complète, accomplie. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et donc nous avons une belle brochette de personnalités. Tout ça qui va dans le sens de confirmer l'esprit des Pan African Awards qui est de rassembler, de fédérer, de s'encourager mutuellement et de se concerter pour que l'impact de notre combat soit d'autant plus grand. Polela, depuis le début des Pan African Awards, donc vous êtes le concepteur, il y a Polela devant. Alors, comment ça va se passer pour l'avenir? Est-ce que vous préparez aussi la relève? Parce que je vous êtes très pédagogue. Est-ce que vous préparez aussi la relève pour que, même si quoi que ce soit arrivé, il peut y avoir un cas de maladie, qu'on n'est pas très engagé peut-être, est-ce qu'il y a la relève pour que les Pan African Awards ne s'arrêtent jamais? Alors, premièrement, j'insiste sur le fait que je refuse de me mettre en avant comme, par rapport au Pan African Awards comme étant ma chose. Mais je vous promets, ça ne m'intéresse pas. Oui.
Ça ne m'intéresse pas de revendiquer c'est moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir eu la chance d'avoir peut-être cette inspiration de mettre sur pied ce projet. Mais en réalité, je souhaite que ce soit le patrimoine de tous ceux qui travaillent, que les Pan African Awards soient le patrimoine, soit la chose, si on peut parler comme ça, de tous ceux qui, de vous, Bachir, de votre équipe, de tous ceux qui travaillent à l'éveil des consciences et à la renaissance africaine. Tout simplement parce que c'est ça le secret. Ce qui a souvent tué certains aspects de notre combat, c'est nos égos. C'est de mettre en avant notre personnalité, c'est de mettre... Je vous promets, ça ne m'intéresse pas que ce soit Paul Ela. Alors moi, je pense avoir apporté ma petite pierre avec cette idée des Pan African Awards, comme je le dis souvent, qui ne sont qu'un prétexte en fait pour rassembler et pour rendre plus important cet impact. Mais j'insiste sur le fait que mon souhait le plus ardent, c'est que ce soit la chose de tous. Et que, à la limite, qu'on oublie Paul Ela. Vraiment, je serais le plus heureux quand ça arrive. Et ça répond à votre question. Ça veut dire que je ne suis pas en train de me préparer à une quelconque relève. Je ne considère même pas que je suis le dépositaire, en tout cas, de ce projet-là. Oui, l'idée peut être partie de moi, mais en réalité, je ne veux pas cette appropriation et cet accaparement-là. Et tout simplement, ça veut dire, je n'ai même pas besoin d'attendre un processus de préparer quelqu'un d'autre. Tous ceux qui sont avec moi savent, en tout cas tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, vous y compris, savent clairement que c'est leur projet et Paul Ela, présent ou pas présent, quelle que soit la raison, les Pan African Awards doivent absolument me survivre parce que je ne suis rien par rapport à l'envergure du projet et par rapport à l'objectif du projet. Merci infiniment Paul Ela pour ce temps consacré et ce message qui est bien passé, qui n'est pas tombé dans les oreilles de ceux. C'est moi qui remercie Pan African Media et bon vent au panafricanisme, longue vie à tous ceux qui œuvrent pour le retour en dignité des peuples africains. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était les premiers mots de Paul Ela à la levée des rideaux de ce Pan African Award de 3e édition qui se tient ici à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Tout le message, il est clair, vous êtes attendus nombreux, mais alors pour fédérer les efforts, Paul Ela ne fait pas des Pan African Awards un apanage, mais bien au contraire, il se considère comme étant celui qui veut impliquer tout le monde pour que Pan African Award ne s'arrête jamais. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur les antennes de Pan African Media. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.